À l'heure où je suis en train de tourner cette vidéo, nous sommes plus de 2500 personnes sur cette chaîne. Le moment est arrivé pour moi de me présenter parce que vous êtes nombreux à me laisser les commentaires, à regarder mes vidéos, mais je parie qu'il y en a qui ne me connaissent vraiment pas. J'espère bien pouvoir vous parler un peu de qui je suis, d'où est-ce que je viens, quel a été mon parcours scolaire depuis que je suis arrivée en Italie jusqu'à présent, quels sont mes échecs, mes erreurs et mes réussites. Oui, parce que des réussites, il y en a et c'est très important ça. Ça sera une vidéo qui sera assez longue, donc préparez-vous, prenez quelque chose à grignoter, asseyez-vous. Bien, je vais commencer par me présenter. Je suis la doctoresse Foyette Delores. La commissione ha preso atto del curriculum dei suoi studi e dopo aver valutato la sua prova finale ha approvato il suo esame di laurea con il punteggio di 102 su 110. Pertanto, per i poteri conferiti dalla legge al rettore di questa università e ai delegati, la dichiaro proclamo dottore in infermieristica. Pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que il y a il y a ce nominatif de doctoressa devant mon nom, c'est parce que le 28 novembre 2024, j'ai gradué et je suis devenue officiellement infirmière de l'État italien. Ouais! Attendez. J'ai à côté de moi ma couronne et c'est une couronne vraiment qui symbolise beaucoup pour moi parce que c'est un peu la couronne en fait qu'on te met sur la tête le jour où tu fais ce qu'on appelle en italien en fait la laurea. Donc c'est que you graduate, si je peux dire comme ça en anglais. Et puis symboliquement donc on te met cette couronne. La mienne est déjà presque toute asséchée, mais ce sont des feuilles de laurier qui sont tissées en forme de couronne, ok, et qui sont décorées après. Et chaque bandeau, comme celui-ci-là, symbolise une couleur qui est vraiment spécifique en fait à ta faculté. Alors, la faculté d'infirmerie, si je peux dire comme ça, chez nous est rattachée à la faculté de médecine. Donc, tous ceux qui sortent en fait de toutes les professions sanitaires mettent un bandeau rouge. Ce n'est pas obligé, mais c'est la tradition. So, trêve de basadage et on va revenir à moi. Je suis arrivée en Italie un certain 24 juillet 2013 et j'avais un rêve principal. Mon rêve principal quand je suis arrivée en Italie, c'était de devenir médecin. Je viens d'une famille très stricte en ce qui concerne en matière d'études. Mes parents sont tous des enseignants et ma mère et mon père ont été des enseignants toute leur vie. Et lorsque je le raconte, je le dis, c'est pour que vous puissiez un peu imaginer l'ambiance dans laquelle j'ai grandi. Mon père, c'est un fan de mathématiques, de physique, de chimie. Vraiment, ça, c'est son domaine. À quoi que vous dites que il a eu un PhD en astrophysique. Donc, pour vous faire comprendre, en fait, le genre de père que j'avais à la maison. Ma mère, elle a toujours su manier la langue, ok? C'est le genre de personne qui te tient vraiment des discours avec un français vraiment couronné et soutenu. Donc, ma mère, elle a toujours nagé dans tout ce qui est vraiment littéraire. Elle a fait des études de droit. Puis après, elle a laissé le droit. Elle est rentrée dans l'enseignement. Elle a passé toute sa vie justement à enseigner la géographie, l'histoire, l'éducation civique. Donc, vous vous plongez en fait et vous donnez une image en fait de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Mon père et ma mère avaient un rêve pour moi. Et c'est un rêve qu'ils ont toujours soutenu et qu'ils ont toujours chéri. Il faudrait que leur fille soit médecin. À la base, mon père aurait voulu que je fasse des études littéraires. Mais j'ai été toujours un enfant assez têtu, vu qu'au secondaire, j'ai choisi en fait d'aller faire les séries scientifiques. Donc, je me retrouve en train de faire un
un probatoire C, un baccalauréat C. J'ai toujours été une élève vraiment sans faute. Ça, je me jette vraiment les fleurs, ok? J'ai toujours été une élève sans faute. Mais je n'ai pas toujours été une élève brave dans les matières scientifiques. La preuve en est que mes notes en fait à l'école étaient beaucoup soutenues en fait par les examens de langue en fait qui tournaient tout autour. Quand je parle d'examens de langue, c'est vraiment la dissertation, la littérature, l'histoire, la géographie, l'éducation civique. Vraiment, tu pouvais me chercher là-bas, dans les matières là, tu me trouves. Mais s'il fallait que tu ailles me chercher dans les mathématiques, les physiques et les chimies, bon, je tirais encore mes pieds. Mais la chimie, j'étais très brave parce que lorsqu'on commençait à me mettre vraiment dans le bain de tout ce qui est les lettres, les alcanes, les méthanes, etc., etc., j'avais vraiment une bonne mémoire pour pouvoir bien constituer les molécules, etc., etc. Mais quand il s'agissait vraiment des mathématiques et des physiques, bon, je faisais l'effort d'être moyenne, mais je n'étais pas une élève brave dans les matières scientifiques. Donc, c'est comme ça que j'obtiens mon probatoire C et j'obtiens aussi mon baccalauréat C. Mon père, qui avait déjà fait son PhD en Italie, est rentré au pays pour pouvoir enseigner. Et lorsqu'il rentre donc plein en fait d'idées dans sa tête avec son parcours et son vécu, il se dit que ce serait aussi une bonne idée pour sa fille en fait d'aller en Italie. Donc je m'inscris quand même à l'université comme tous les jeunes de mon âge. Je fais tous les concours possibles comme tous les jeunes de mon âge. J'ai fait le concours de la faculté de médecine de Douala, de Yaoundé. Je me rappelle même plus si j'avais fait l'UDM ou pas. J'avais aussi fait le concours de Polytechnique. En tout cas, tous les concours qu'on peut faire quand les étudiants sortent, en fait, quand les jeunes diplômés, les jeunes qui ont le baccalauréat, en fait, tous les concours qu'on fait après le baccalauréat, je crois que je les ai faits. Mais je ne les ai pas réussis. Mais cependant, comme j'ai une très bonne passion pour tout ce qui est vraiment la chimie, je dis à mon père que je veux aller faire la biochimie à l'université. Donc, je vais à l'université de Douala, hein, et je m'inscris en biochimie. Pendant la même année, le même parcours, je commence aussi les cours de langue. L'idée, en fait, de m'inscrire à l'université et faire biochimie vient de mes parents parce qu'ils se disent que comme la procédure de l'Italie, c'est une procédure qui est nouvelle, on ne sait vraiment pas où est-ce que ça peut m'amener, mais il faudrait quand même, voilà, que je ne perde pas une année si jamais le projet, en fait, ne fonctionnait pas. Il faudrait toujours que j'ai un autre plan B, que j'ai un autre endroit, en fait, où poser les pieds pour pouvoir, voilà, continuer, en fait, les études sans problème pour ne pas perdre d'année. Dieu a fait grâce et j'ai bien suivi mes cours de langue. J'ai commencé la préparation pour la demande de visa. En tout cas, classique, hein, vraiment comme tous les jeunes le font maintenant. Sauf qu'à notre époque, les choses étaient vraiment plus différentes dans le sens que les choses étaient, entre guillemets, un peu plus faciles, d'accord? En ce moment-ci, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de tracasseries vraiment dans tout ce qui est demande de visa, etc. pour venir en Italie. C'est vrai que la procédure est quand même un peu plus simple en ce qui concerne, il faut au regard en fait des autres procédures pour les autres pays. Mais à notre époque, vraiment, la procédure était le plus assez simple que celle qui se présente actuellement. Donc, j'arrive en Italie et je pense que c'était le 24 juillet 2013. Lorsque j'arrive, je suis accueillie par une famille que je porte toujours dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Tonton Jacques et Tata Christine, si vous passez par ici, je vous salue. Ils m'ont accueilli sur leur toit et ils ont commencé vraiment toutes mes démarches administratives. Puis après, ils m'ont confié à l'association des étudiants. L'association des étudiants a continué. En tout cas, pour mon intégration au début, vraiment, je n'ai pas eu de véritables problèmes parce que au début, j'ai eu vraiment l'association qui m'a beaucoup soutenue. Petite anecdote quand même que je voudrais signaler ici, c'est que si vous vous rappelez bien au début, je vous ai dit que je venais faire médecine en Italie. Donc en quittant du pays, il fallait que tu puisses préparer ton projet. J'avais bien préparé mon projet et j'avais demandé aussi l'inscription dans mon université ici pour pouvoir m'inscrire en médecine. Je suis arrivée, nous sommes allés au secrétariat parce que c'est la procédure, il faut aller au secrétariat pour pouvoir te déclarer, pour qu'on puisse te mettre dans les listes, ainsi de suite, ainsi de suite, et pour pouvoir préparer le concours. Moi, j'ai préparé mon concours de médecine pendant plus d'un an, s'il faut le dire comme ça. Donc, quand j'ai commencé à faire les cours de langue, j'ai commencé à préparer mon concours de médecine en Italie et figurez-vous que
commençais ma préparation avec les livres en italien que mon père, à cette époque, s'était battu pour aller dans les cyber pour pouvoir m'imprimer les anciennes épreuves, pour m'en faire un livre, en tout cas, pour pouvoir faire en sorte que je puisse avoir les anciennes épreuves pour me préparer. Donc, je m'étais bien préparée et sincèrement, vu ma préparation, je pense que j'étais prête pour passer ce concours. Lorsque j'arrive au secrétariat justement pour me déclarer, on cherche mon nom en fait sur la liste, on ne voit pas. Donc, on cherche mon nom sur la liste en fait des étudiants qui se sont inscrits au concours de médecine depuis le pays et on ne me retrouve pas. Catastrophe, parce que je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et je pense que de là, il y a quelque chose en fait qui a ticté en fait dans ma tête. Il y a quelque chose qui s'est passé en fait dans ma tête. Ça avait beaucoup de recul que je me rends compte. Donc, il y a comme une certaine sensation de peur ou une certaine sensation déjà d'échec qui avait commencé. Parce que j'étais toute apeurée. Les aînés qui étaient à côté de moi essayaient vraiment de me rassurer en me disant « Ok, ne te dérange pas, on va trouver vraiment une solution, il n'y a pas de problème, etc. etc. » Donc, le jour où j'arrive au secrétariat, il n'y a pas mon nom sur la liste de ceux qui doivent faire le concours pour entrer en médecine. On me propose donc de m'inscrire dans une autre filière. Et toutes les filières qui sont disponibles, il y avait seulement la filière de biologie et de biotechnologie. Je me dis, ok, d'accord, qu'est-ce qu'on fait au secrétariat? Je demande à la femme qui est en train de m'accueillir, en fait, qui est même d'ailleurs toujours là jusqu'aujourd'hui. Je l'ai vue l'autre jour au secrétariat. Et je lui demande, ok, qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Qu'est-ce qu'on fait en biotechnologie? Qu'est-ce qu'on fait en biologie? Souvenez-vous, j'ai quand même un background en biochimie au pays. Donc, je me dis, ok, les sciences sont quand même universelles. Donc, même s'il y a quelque chose qui change, je sais que je pourrais quand même tenir. Et puis, elle me donne en fait les matières, elle m'explique ce qu'il y a en biotechnologie, elle m'explique ce qu'il y a en biologie. Moi, je lui dis que je suis bien plus poussée en fait pour les biotechnologies. Elle me dit, ok, si tu es poussée pour les biotechnologies, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est la date limite pour pouvoir t'inscrire au test d'entrée en biotechnologie. Je lui dis, ok, inscrivez-moi là-bas. Et c'est comme ça que je quitte de médecine où je n'ai pas trouvé ma place et je m'inscris en biotechnologie. Le concours est dans, je pense, pratiquement une semaine et je suis prête parce que j'ai les bases. Je regarde les anciennes épreuves de biotechnologie que je cherche sur le net parce que j'étais venue avec ma machine. Je me dis que c'est la même chose, quoi. C'est quasi la même chose. Et même les épreuves de médecine sont même plus difficiles que les épreuves de biotechnologie. Et je me dis, ok, je vais y aller, il n'y a pas de problème, je vais passer. Ça, c'est sans doute, je vais passer. Et la semaine qui suit, donc, je m'avais fait mon test d'entrée en biotechnologie. Et c'est comme ça que je le réussis. Je vous avais dit que les mathématiques, c'était pas mon fort, mais je le réussis. Cependant, on appelle ça en italien le debito. Ça veut dire que je dois, en fait, voilà. J'ai une dette, s'il faut entre virgules. J'ai une dette en ce qui concerne, en fait, les mathématiques. Mais j'ai passé, en fait, mon entrée en biotechnologie. Je voudrais bien que vous prêtiez bien attention à cette dette en mathématiques, parce que cette dette en mathématiques va, en fait, définir et avoir un grand impact, en fait, sur le reste de mon parcours scolaire. J'ai donc cette dette-là, mais l'université quand même me rassure que j'ai passé mon examen, mon concours et que je suis inscrite en biotechnologie. Quand je regarde les biotechnologies, c'est vraiment tout ce qui est ADN, la cellule, l'étude de la cellule, la transformation de la cellule. Je me dis, ok, d'accord, là, je vais me retrouver. On parle de chimie, on parle de biochimie, on parle de chimie organique, de chimie. En tout cas, je suis bien. Je suis plus tranquille et je me dis peut-être que l'année prochaine, je vais pouvoir recommencer le concours de médecine. Entre-temps, l'école commence et je vais à l'école. Vraiment, la première année, je suis brave. Je donne la majeure partie de mes examens. Je suis vraiment brave. Le début est difficile. Je pense que je ferai vraiment une vidéo plus indiquée en ce qui concerne les débuts, etc. Les débuts sont quand même difficiles, mais je fais quand même l'effort d'être assidue en cours. Des fois, j'arrive à l'école, je suis fatiguée, j'ai sommeil parce qu'il y a le décalage horaire, parce qu'il y a le froid que je n'arrive pas aussi à gérer. Même jusqu'à présent, c'est pas comme si je gère encore bien le froid. Je peux vous dire que même après 10 ans dans cette Europe, j'ai toujours des problèmes avec le froid. Cependant,
La mathématique aussi est une matière à l'école. Donc, la mathématique, en dehors d'être en fait une dette que je dois à l'université, en fait, c'est une matière comme toutes les autres à l'école. Donc, comme en Italie, il y a le système euh, universitaire qui te dit que l'année, c'est toi en fait qui définis les matières que tu vas donner l'année. C'est toi qui fais ton calendrier des matières que tu vas pouvoir donner cette année. Et quand c'est possible, tu peux redonner le reste des matières l'année qui suit. Donc, je me dis que la mathématique étant une matière, je vais laisser la mathématique et puis, comme c'est assez difficile pour moi que je n'arrive pas à bien comprendre, pardon, je vais euh, me préparer pendant toutes les vacances et puis au semestre suivant de l'année prochaine, je vais pouvoir en fait donner cette matière. Ça veut dire que mathématiques, j'avais 1 an pour pouvoir donner cette matière-là et la dette aussi, je pouvais aussi la donner. Il n'y a pas de souci. Donc, l'année suivante, c'est-à-dire que je commence l'année scolaire 2013-2014, tout se passe bien. Et si je commence l'année scolaire 2013-2014, c'est-à-dire que je commence l'année scolaire d'octobre 2013 jusqu'en août 2000, jusqu'en septembre, pardon, 2014. Ça, c'est la période des cours. Et dans cette période des cours, elle est divisée en semestres. Donc, je me dis que mathématiques, je vais la donner en fait dans l'année scolaire 2014-2015. D'accord? Donc, c'est comme ça en fait que je m'arrange dans ma tête, j'organise mes examens. Le premier semestre de la deuxième année, je continue à donner mes matières. Je vais à l'école, je suis régulière, etc. et etc. Je donne les matières que je peux donner. Ce n'est pas facile, mais j'avance à mon rythme. Et puis, nous sommes en avril 2014. Avril 2014, c'est le début du mois d'avril 2014 en général. C'est le mois pendant lequel en fait, on fait les assises scolaires. D'accord? On fait donc les assises scolaires pour pouvoir en fait définir quelles sont les statistiques, les passés, les pas passés, les échoués, les pas échoués, etc. Vous avez compris. Et donc, pendant qu'on fait cette assise-là, on conclut l'assise scolaire, je reçois une mail dans ma boîte mail des étudiants, et ma boîte mail en fait d'étudiants. Et c'est le secrétariat qui m'écrit. Et je n'ai jamais oublié en fait ce message. Et ce message disait: Gentilissima Foyette Dolores, in merito al debito di matematica dell'anno scolastico 2013-2014, siamo dispiacenti di informarla che lei è ripetente del primo anno. Le message disait: Très chère Foyette Dolores, dû au fait que vous n'ayez pas payé votre dette de mathématiques durant l'année scolaire 2013-2014, nous sommes dans le regret, voilà, nous sommes dans le regret de vous annoncer que vous êtes redoublante de la première année. Je dis quoi? Mais là, je suis en deuxième année en fait. Qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il se passe que l'année scolaire 2013-2014 est finie. L'année 2014-2015, au premier semestre, après le premier semestre de l'année 2014-2015, il se passe que l'université fait les assises et font donc un contrôle de l'année précédente jusqu'au moment où ils se trouvent. Et puis, ils voient qui sont les échoués, qui ne sont pas les échoués, parce que tu as jusqu'à 1 an pour pouvoir payer ta dette. Mais est-ce que votre sister savait ça? Je n'étais pas au courant. Donc, je n'étais pas au courant qu'il fallait automatiquement et obligatoirement que je puisse donner le plus tôt possible ma dette de mathématiques pour pouvoir, en fait, être confirmée comme étant étudiante de la deuxième année, même si j'étais déjà en deuxième année. Donc, le nouveau semestre de l'année, le premier semestre qui est janvier-février de l'année scolaire 2014-2015, était pour moi, en fait, comme la date limite pour pouvoir payer cette dette de mathématiques, en dehors du fait que j'avais toujours la matière de mathématiques. Je ne sais pas si jusqu'ici, là, on se comprend. Ce qui fait que j'ai été redoublante de la première année sans m'en rendre compte.
alors que j'étais déjà en deuxième année, que j'avais même déjà donné les matières du premier semestre de la deuxième année et que je les avais même validées. Je pense qu'on devait avoir 4 matières, j'avais donné 2 matières. Et je les avais même validées. Comment vous dire que ça a été un choc? Ça a été un choc au point où ce jour, je me rappelle bien, je suis rentrée ce jour. J'étais à l'école quand j'ai reçu en fait cette mail. Et ma classe était juste à côté en fait de la maison, à 2 pas de la maison. Donc quand j'ai vu ça, j'ai fermé mon téléphone en fait. J'ai couru et je suis allée à la maison. J'ai voulu sauter par la fenêtre. J'habitais au 4e étage en fait de la résidence universitaire et la résidence universitaire a les murs qui sont élevés. Quand je suis rentrée en fait, je voulais sauter par la fenêtre. Ce sont mes colocataires de la maison qui m'ont attrapée. Elles ont demandé que mais Dolores, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? J'étais en larmes et j'étais en sueur, C'était une chose en été, en hiver. L'hiver était quand même en train de commencer à s'apaiser. On entrait dans le printemps. Et j'étais tout en sueur, tout en pleurs. Je revois la scène encore comme si c'était hier. On a dit qu'on ne va pas pleurer ici, donc je vais faire l'effort de ne pas pleurer. Voilà. Je vais faire l'effort de ne pas pleurer. Voilà. Et donc, après cet épisode, je rentre au secrétariat. Je demande en fait à la secrétaire, à la femme que je trouve, je lui dis, mais il doit avoir certainement un problème en fait en ce qui concerne mon parcours. Je viens de recevoir. Et c'est elle qui m'explique en fait bien la situation comme je suis en train de vous l'expliquer là maintenant. Et je pense qu'à partir de ce jour, en fait, je n'ai plus vu les choses de la même façon. Okay? J'étais une jeune femme qui venait d'arriver et j'avais l'impression, en fait, en ce moment, d'être déçue de moi-même parce que je me disais, comment est-ce que j'ai fait pour ne pas me rendre compte, en fait, de cette situation? Comment j'ai fait pour me retrouver dans cette situation-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'avais une sensation vraiment de déception vis-à-vis de moi-même, de ma propre personne. J'avais aussi une sensation vraiment de désillusion aussi vis-à-vis en fait de mes parents. Voilà. Parce que il faut rappeler que j'étais déjà entrée dans la bourse d'études. Et à cause de cette affaire de redoublante, ceci m'a donc conduit en fait à perdre ma bourse d'études. Elle m'a fait perdre la bourse d'études. Non seulement j'ai perdu cette bourse d'études, je devais aussi la remettre. Quand je vous dis les effets de la bourse d'études, j'ai fait 2 vidéos là-dessus. Allez voir, vous allez comprendre. Je pense que c'est là maintenant que beaucoup de personnes vont comprendre pourquoi. Parce que après cet épisode, je pense que mon entourage m'a beaucoup jugé en fait sur le fait que comment j'ai fait pour perdre la bourse d'études et tout. Et ça, je n'ai jamais vraiment parlé ouvertement. Donc là maintenant, vous avez compris, vous comprenez maintenant le pourquoi de pourquoi. Voilà. J'ai donc perdu la bourse d'études. Ça m'a conduit en fait à perdre la bourse d'études. Et ça m'a donné vraiment cette sensation vraiment d'échec, de déception, vraiment vis-à-vis de moi. Et c'était le début, en fait, pour moi, entre guillemets, le début de mon calvaire dans cette Europe-ci-là, hein, en ce qui concerne ma propre vie en Europe. Je pense que ça a déclenché comme ça fait un effet de boule de neige en fait, ok? Parce que je me suis tellement remise en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que... À l'école, je n'y allais même plus parce que je devais rentrer m'asseoir encore en première année. Comment? Pourtant, les matières de la première année, la plupart, je les avais déjà validées. Je ne pouvais plus suivre. Moi, ma place était en deuxième année. En première année, il me restait peut-être 2 matières. Cette mathématique-là et je ne sais pas quelle matière qui me restait là, qui tournait. Je ne sais pas si c'était génétique 1 ou génétique 2. En tout cas, il y avait seulement 2 matières qui me restaient. Donc, j'avais déjà préféré mon programme même pour la deuxième année. Comment est-ce que je devais être capable de donner mes matières? En tout cas, j'étais préparée dans ma tête. Donc, il y avait eu comme un chamboulement. Je devais rentrer en première année pour faire quoi?
quoi. Donc, je ne pouvais pas rentrer en première année parce que tous les cours de la première année, je les avais. La deuxième année encore, j'avais déjà commencé à suivre. Donc, j'avais un rythme, j'étais perdue. Mais quand je vous dis que j'étais perdue, j'étais perdue. Ça a été un calvaire, mais vraiment, le genre de choses que tu ne souhaites même pas à ton pire ennemi dans cette Europe. Parce que tu te retrouves seul, tu te retrouves à devoir chercher la maison, tu n'as pas pratiquement d'aide. Toutes les tatas là et les tontons là, à qui tu rendais tous les services du monde entier. C'est en ce moment-là que tu vois qui est vraiment leur frère face. C'est en ce moment-là que tu comprends que ton bien, c'est quelque chose. C'est en ce moment que tu comprends qu'il faut que tu sortes parfois à 4 heures du matin pour aller faire les petits boulots. Je me rappelle que j'avais trouvé un petit boulot à 4 heures du matin où j'allais dans les supermarchés pour monter en fait tous les cartons et classer les biscuits et tout ça pour vendre parce qu'il fallait classer ça dans les 4 heures du matin, 3 heures du matin pour que le matin, quand vous venez souvent, vous entrez dans le supermarché, vous trouvez que on a étalé souvent les grandes expositions, des publicités, tout ça. J'ai fait ça. J'ai classé les biscuits, parce que c'était pas les biscuits, c'était les bonbons, c'était pour les entreprises en fait. Donc j'ai fait ça. Et c'est là que tu te rends compte vraiment que l'Europe est difficile. Et c'est là que tu te rends compte que si tu es venu ici pour un parcours d'études, il faudrait que tu te donnes les moyens pour pouvoir y arriver. Donc, je pense que j'ai commencé à faire une première dépression. Mon médecin de l'époque était vraiment très brave parce qu'il avait décelé ça vraiment que, hey, attention, je passais tout mon temps à pleurer, je voyais la vie en noir, je ne sortais plus, je ne mangeais plus, je n'allais même plus en cours. Pendant que les autres allaient en cours, j'avais le cœur meurtri, je disais, ah, mieux de vous. Mon cœur était plein de malice, comment, pas de malice, mais vraiment plein de, je sais pas comment, je sais pas si c'est d'envie, de jalousie par rapport aux autres personnes, en fait, qui avançaient. C'était un moment noir pour moi. Donc, cette histoire a fait comme un effet de boule de neige et ça a vraiment ramassé tout sur son chemin. Ça m'a ramassé moi, mes projets d'avenir. J'ai commencé à me sentir en fait comme inutile. Pourquoi est-ce que je suis même ici? Même mon projet même de dire que me penser même que je pouvais même refaire le concours de médecine, c'était plus là. Moi, ma part, j'étais en mode suivi. En ce moment, il faut que je trouve quelque chose qui va pouvoir me maintenir parce que c'est pas comme si les parents devaient tout le temps pour pouvoir te gérer. C'était difficile. C'était difficile au point où un jour, mes parents m'ont appelé pour me demander est-ce que ça va? C'est comment? Et puis, j'ai éclaté en sanglots. J'ai dit ça ne va pas. J'ai besoin d'aide, ça ne va pas. Et il y a un moment où j'ai trouvé quand même la chambre. Dieu a fait grâce, j'ai trouvé la chambre dehors parce qu'il fallait que je libère la chambre de l'université puisque tu as perdu la bourse d'études à cause de cette histoire. J'ai cherché la chambre et je l'ai trouvée. Et pendant presque un an, mes parents se sont battus jour et nuit pour pouvoir payer ma chambre, pour pouvoir me donner l'argent pour que je puisse aller me nourrir, etc. Mais malgré ça, l'école dans ma tête, en fait, ce n'était plus ça. Ce n'était plus l'école que je venais chercher. Là, en fait, j'avais perdu cet engouement-là et cette envie-là, en fait, de me projeter, d'aller de l'avant. Je l'avais perdu. Je l'avais vraiment perdu. Comme j'ai toujours ce sentiment de culpabilité, je me dis qu'il faut que je trouve un travail pour pouvoir, en fait, éviter à mes parents, en fait, ce supplice. Parce que je me dis que ce n'est pas eux qui m'ont mis dans cette situation. C'est moi-même qui me suis mise dans cette situation. Les pauvres, eux, ils sont là seulement, ils ne pensent qu'à vouloir t'aider. Mais moi, je suis là, en fait, en train de dire que non, vous ne pouvez pas m'aider, laissez-moi, je vais me débrouiller et tout et tout. Je fais les petits boulots. Je n'ai pas fait quel petit boulot ici dehors, en fait. Oh, Seigneur. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme petit boulot ici? Peut-être le steward que je n'ai pas fait. J'ai fait le babysitting. J'ai fait le nettoyage. Qu'est-ce que j'ai fait? Le babysitting, le nettoyage, laver les assiettes, la plonge, j'ai fait la plonge. Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai fait les petits boulots comme tous les jeunes. Je me levais à 3 heures justement pour aller dans le supermarché pour monter en fait les expositions, des trucs et tout et tout. Le temps passe jusqu'à ce que un jour, je vais à l'église et je rencontre une de mes tatas qui m'est vraiment chère du plus profond de mon cœur. Et elle m'appelle et me dit, petite sœur, je vois les difficultés dans lesquelles tu te trouves en ce moment. Je te propose en fait d'aller t'inscrire et de faire les cours pour devenir aide-soignante.
Je me dis, ça c'est encore quelle histoire? C'est encore quoi comme ça? C'est quelle histoire? Vraiment comme ça. Et entre-temps quand même, je me bats comme ça pour pouvoir m'inscrire toujours à l'université. Ça veut dire que toutes les années où je n'ai même pas donné un examen à l'université, j'étais inscrite à l'université. Et cette histoire, justement, de ne pas aller à l'école, de ne pas donner les examens, ou bien de les donner et d'échouer et tout, fait que, entre-temps, j'ai perdu aussi les papiers. J'ai perdu les papiers. Je suis restée sans papier pendant, je pense, 2 ans. 2 ans ou 3 ans, sans papier. Mais il fallait que je me batte chaque année pour pouvoir payer les frais universitaires. Et comme je n'étais plus dans la bourse d'études, je devais payer les frais universitaires à presque 1500. Ça variait chaque année. Il y avait une année où j'avais payé 2500 euros, le prix total. Il y a une autre année où j'avais payé 1500 euros. Une autre année où j'avais payé 1000 euros. Et dans tout ça, je dois me battre pour trouver l'argent pour pouvoir me nourrir, trouver l'argent pour pouvoir me soigner, m'habiller. En tout cas, je suis en train de me battre. Et les parents, eux, c'est chaud. Tu ne peux plus leur demander, c'est chaud. Donc, ma tata, elle me suggère ça. Je dis, ok, d'accord. J'ai compris. Et je me bats d'ici et là. Et je réussis à trouver l'argent. Je m'avais inscrit pour faire les cours d'aide-soignante. Malgré le fait que je n'ai pas les papiers, je me rappelle bien cette période-là, mais j'avais le reçu. Et j'avais déjà marché chez les avocats. Je ne sais pas combien de temps, combien de fois pour pouvoir trouver une solution à mes documents. Mais j'avais trouvé la solution finalement avec un avocat. Plus avant, dans les vidéos peut-être plus prochaines, je vais essayer d'être plus explicite par rapport à ça. Et donc, je m'avais fait mes cours d'aide-soignante. Ça a été, malgré le fait que je sois inscrite à l'université, parce qu'il n'y a pas de contrainte à être inscrite à l'université, d'aller suivre en fait des cours d'aide-soignante. Et ça, je pense que je bénis le ciel tous les jours pour cette tata. Je bénis le ciel tous les jours pour cette décision qu'à ce moment, en fait, j'ai prise, en fait. Parce que cette décision-là que j'ai prise d'aller, en fait, m'inscrire pour devenir aide-soignante a déclenché tout jusqu'à ce que je me trouve là où je suis maintenant. J'ai fait cette formation-là et je suis devenue aide-soignante. Je pense que ça a duré peut-être 1 année chez moi. Et je devais aller faire le stage aussi et tout. C'était difficile. Je ne peux pas vous dire comment c'était difficile. On connaît ce pays. Entre le racisme, la discrimination et tout, c'était difficile. Mais j'ai tenu bon et je suis arrivée. J'ai trouvé le travail et je me suis battue. J'écoutais parfois certains jeunes de ma génération ou les aînés parfois qui me disaient que, excusez-moi de la parole, mais qui me disaient que moi, je ne peux pas laver les fesses des Blancs. Moi, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Petite parenthèse. La vie de Mbeng va vous enseigner. La vie de Mbeng enseigne. Fermons les parenthèses. Puis par la suite, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai travaillé dans les maisons de repos. J'ai même travaillé pendant, en fait, le Covid, et la période du Covid a été vraiment une période très décisive pour moi. Donc, la période du Covid, nous sommes déjà vers 2021, 2020. Et je vais travailler en fait au centre vaccinal, parce que j'ai travaillé au centre vaccinal et là, c'était vraiment pour le public, c'était pour l'État. J'ai travaillé pour le centre vaccinal et j'ai été formée là-bas en fait pour tout ce qui était enregistrement des patients, le suivi, le contrôle des vaccins, etc. Donc, j'ai été formée pour ça là-bas. Et c'est comme ça que je me retrouve à travailler là-bas. Et quand je me retrouve à travailler là-bas, Dieu faisant, je suis tellement assidue, je fais bien mes choses que la directrice, en fait, du centre vaccinal m'appelle un jour dans son bureau. Et elle me dit, Dolores, je lui dis oui. Et c'est une infirmière chevronnée qui tient ce district-là, qui tient ce truc, en fait, qui est la directrice, en fait, du centre vaccinal. Et elle m'appelle dans son bureau. Elle me dit, Dolores, tu es jeune, tu as de la matière, tu as de la matière, tu as de la capacité, tu es brave. Je dis, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas faire, en fait, le concours pour entrer en faculté d'infirmerie. Et quand elle me dit ça, il y a 1 an, et quand elle est en train de me dire cette histoire, je suis sortie un matin avec l'argent que j'avais gagné. Je suis allée acheter tout le bloc, en fait, de livres de formation pour entrer en infirmerie. 1 an avant qu'elle me dise.
Chemin faisant, comme les choses se sont passées, la vie de l'Europe, j'ai abandonné le projet. Mais quand elle me refait, elle me dit ça. Je me rappelle qu'il y a 1 an, en fait, j'étais allée jusqu'à acheter les livres pour pouvoir me préparer à mon concours. Et je rentre, je dis, cette femme-ci, elle vient de déclencher quelque chose. Je prends mes livres. Ah, Seigneur. Je m'assois, je commence à bûcher. Je me dis, si cette femme-ci m'a dit ça, ça veut dire que elle a décelé quelque chose en moi. Et je connais moi-même mes capacités, je suis dans le milieu sanitaire déjà, je connais comment est-ce que ça se passe, je comprends. En fait, je suis portée pour ce travail. Je sais que je peux le faire. Je vais bûcher. Et quand je vous dis que je vais bûcher comme ça, nous sommes genre en février peut-être 2021. Oui. Et le concours est en septembre. Février, là, c'est même trop février. C'est peut-être mars comme ça, là même. Et le concours, c'est en septembre. Je me prépare, je bûche. Je me prépare, je bûche. Et là, je vais concourir au même titre que les Italiens. Ça veut dire que je ne peux pas concourir, en fait, comme en première année, j'étais arrivée, tout ça, où on dit qu'il y a les places qui sont réservées, en fait, pour les extra-communautés, etc. Mais là, tu es dans le bain comme tout le monde. Je vous laisse faire le compte, compter le nombre d'années, etc. Ce qu'il m'a fallu, en fait, pour que les choses puissent arriver à ce niveau-là. Et je bûche. Je vais faire le concours d'infirmerie et je le réussis. J'entre en 2021, je pense que c'était, oui, je suis entrée en 2021, oui. Et je commence l'école. Je rentre un soir et je me dis, je suis arrivée ici en 2013. Je n'ai pas encore atteint l'objectif pour lequel je suis venue ici. L'objectif pour lequel j'étais venue ici, c'était en fait d'aller à l'université, de prendre un diplôme et de devenir ce que je voudrais être. En tout cas, il faut que j'aille à l'université, que je prenne ce diplôme-là. Donc, comme je suis entrée en infirmerie là, c'est pour moi en fait ma dernière chance de pouvoir sortir d'ici, de cette université avec un diplôme et de penser à la vie future, comment est-ce que je vais faire, comment est-ce que je vais continuer. Donc, comme je suis entrée là, je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai 3 ans ici et 3 ans là. Je dois sortir d'ici. Qu'il pleuve ou qu'il neige. J'ai fait ma prière et j'ai dit, Seigneur, tu sais tout et tu vois tout. Ça ne sera pas facile parce que je connais ce milieu-ci. Je l'ai déjà fait une fois quand j'ai fait ma formation d'aide-soignante. Je sais comment est-ce qu'il est difficile. Mais une chose est sûre, c'est que je vais m'accrocher à toi. Tu vas me donner la force dont j'aurai besoin. Quand je vais vouloir flancher, je vais venir m'appuyer sur toi. Mais 3 ans, en l'an 2024, je dois sortir d'ici. Je ne vais même pas aller même faire la deuxième session. C'est-à-dire que la première session de lauréat, je dois être à l'intérieur. Qu'il pleuve ou qu'il neige. Votre go. Et quand je l'avais fait aussi, j'avais dit à peu de personnes possible. Je pense que c'est quand j'avais même passé le concours que j'avais même appelé mes parents pour leur dire que j'ai passé le concours et tout, voilà. Mes parents étaient quand même assez sceptiques en disant, ah, vraiment, tu es sûr, tu vas t'en sortir, tu vas pouvoir faire les deux, travailler en même temps pour pouvoir gérer et tout et tout. Je dis, en tout cas, Dieu va faire, Dieu va pouvoir. Tu vas faire. Votre go est entré là-bas. C'était pas facile. Hey! Toutes les personnes qui disent souvent que, en tout cas, infirmerie, c'est facile là. Que vous faites même souvent quoi là? C'est même rien. Hey! Pardon, laissez ce que vous faites. Allez aussi faire le concours. Vous entrez aussi en infirmerie. On voit aussi, maman. Faites aussi les 3 années aussi comme ça là. On voit aussi. Hey! En tout cas. 28 novembre 2024. Première session de lauréat. Votre go est sorti. Votre go est sorti. Première session qu'on avait lancée, j'ai dit non, il faut que je sorte. Et votre go est sorti. Ces 3 années n'ont pas été faciles pour moi. Le fait de voir, par exemple, tes égaux qui sont arrivés de la même année que toi, qui commencent à avoir un certain parcours de vie, qui commence à bâtir certaines choses, en fait, qui commence à avancer, qui commence à avoir... Et toi, tu as l'impression, en fait, d'être toujours derrière. Tu te dis, mais... Par contre, parfois, ce sont même les personnes que tu vois et qui n'ont pas eu un niveau d'intelligence aussi
avancer que toi, parce que vous vous côtoyez et tu te dis, mais comment, pourquoi eux en fait? Il y a quoi en fait? C'est quoi le problème? Ça n'a pas été facile parce que tu regardes un peu en arrière et tu vois toutes les erreurs que tu as commises. Tu te dis, mon temps, parfois que j'ai sacrifié, aller faire parfois les baby-sitters, on t'a même pas payé là, aller rendre service à telle personne, à telle tata, le temps que tu as traîné parfois à vouloir. Et tu vois ça, tu te dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai foutu en fait de mon temps? Il y a beaucoup de choses qui te reviennent en tête en fait, beaucoup de regrets. Tu vois comment est-ce que tu as rendu service parfois à certaines personnes qui t'ont utilisé pour pouvoir avancer et être là où ils sont. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché en fait? C'est la raison pour laquelle, parenthèse, je dis souvent aux jeunes que quand vous venez d'arriver, votre temps est précieux, vous devez apprendre à être égoïste avec vous. Quand je dis ça, on dit, ah non, Dolores, tu ne peux pas dire ça. Oui, parce que moi, je l'ai payé sur ma peau. Je l'ai payé sur ma peau. Parfois même les personnes qui te voient dans cette difficulté-là aimeraient que tu restes dans cette difficulté-là parce qu'ils vont pouvoir en fait t'utiliser dans ta précarité là pour pouvoir arriver là où ils sont. Je sais de quoi est-ce que je parle. Et quand tu leur dis même que tu as atteint un certain niveau, ils te disent, tu as fait ça comment? Parce qu'ils ne s'imaginaient pas que tu pouvais en fait être là où tu es ou arriver là où tu es. Ça n'a pas été facile. J'avais dit à quelques personnes très proches de moi et j'ai mené ce combat et ce parcours en silence. Parce que vous savez, non, à un certain moment aussi de la vie, tu te dis qu'il y a certains projets que tu fais dans ta vie et que tu dois avancer vraiment en silence et de ne pas le dire en fait à certaines personnes. Donc, mon entourage savait que, en tout cas, Dolores, en fait, c'est l'aide-soignante là qui lave les fesses des blancs. Et je pense que quand j'ai fait la larme, j'ai fini et tout, et que je m'envoyais les billets d'invitation pour dire, quand venez à ma larme et tout. Mais comment vous dire que la face de certains était tellement étonnée, like, pour dire que donc, toi aussi, tu vas devenir, entre guillemets, quelqu'un comme nous, en fait. Donc, tu vas devenir quelqu'un comme nous, en fait. Je vous raconte cette histoire. J'ai tenu à la raconter, cette histoire, parce que c'est une partie de ma vie dans cette Europe à laquelle je tiens beaucoup. Et je pense que si je n'avais pas eu ce parcours de vie, je ne serais pas arrivée là où je suis. Si je n'avais pas eu ces échecs-là, si je n'avais pas... je n'avais pas eu cette histoire depuis le début où on n'a pas trouvé mon nom en fait sur la liste en fait de personnes qui devaient faire médecine et tout. Je ne serais pas là, par exemple, maintenant à vous expliquer ça, à faire des vidéos parce que l'idée principale et initiale de cette chaîne, en fait, c'est de parler, en fait, de mon parcours de vie, de mes échecs et de mes erreurs, de mes réussites, en fait, dans ce pays. Et si ça peut aider vraiment quelqu'un, vraiment, que cette personne puisse avancer de 1000 feux et arriver là où est-ce qu'elle pourrait arriver. Cette histoire, en fait, je la raconte aussi pour, en fait, faire honneur à toutes les personnes qui m'ont tenu la main. À ceux qui un jour, à celui ou celle qui un jour m'a tendu 5 euros ou 10 euros, à celui qui m'a vu dans la dépression, qui a essuyé mes larmes, à celui qui m'a tenu la main, à celui qui m'a soufflé un courage. Dolores, tu es brave, tu vas y arriver, la vie n'est pas facile. Je suis là si tu as besoin. Cette vidéo, vraiment, c'est pour vous faire honneur et vous rendre hommage. Pour ceux qui sont proches de moi, pour ceux qui ne sont plus proches de moi, qui sont loin, je vous porte dans mon cœur. Je vous porte tellement dans mon cœur parce que si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas écrit cette thèse. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas écrit cette thèse. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais pas en fait pris conscience des moyens et des capacités en fait que j'ai jusqu'où en fait je peux aller. Sur cette chaîne-ci là, c'est mon coin à moi. C'est là où je viens vous encourager. C'est là où je viens vous encourager et vous pousser à aller de l'avant. Je ne vais pas mâcher mes mots sur cette chaîne. Je vais être parfois dur, oui, c'est ma chaîne, ok. Je ne vais pas être parfois facile dans mes mots.
Mais sachez que derrière, à vous les jeunes qui me suivez, sachez que je le fais avec tout mon cœur pour que vous puissiez vous aussi avancer. À mes sisters et à mes bros qui sont en train de tenir dur. Ah, vraiment, je vous comprends. I feel your pain. Je vous comprends. Je comprends combien c'est parfois difficile. Pas parfois. Je comprends combien c'est difficile. Parfois, sur le chemin, on devient des pères de famille, des mères de famille. On oublie même, ou bien les événements même de la vie en Europe font qu'à un certain moment, tu te retrouves même parfois dans des situations où quand tu ouvres les yeux, tu te demandes, mais j'ai même fait comment pour me retrouver ici? Je comprends que c'est difficile des fois, mais tenez dur. Est-ce que ça sera facile? Ça ne sera pas facile, je le dis toujours. Ça ne sera pas facile. Moi-même qui vous dis là, c'est pas comme si je suis arrivée quelque part. Je ne suis pas arrivée quelque part. Je suis toujours ici là. Je ne suis pas arrivée quelque part. Je ne suis pas arrivée quelque part. Mais je pense quand même que, en toute humilité, j'ai fait quand même un petit parcours de vie dans cette Italie-ci, dans cette Europe-ci, pour avoir quand même une certaine maturité de comprendre les choses, pour être quand même crédible dans ce que je dis et dans ce que je transmets comme information ou dans ce que je transmets en fait comme parole, encourageante ou pas. Sister bro, c'est dur mais tu vas y arriver. Ça va prendre le temps mais tu vas y arriver. Utilise tous les moyens qui te sont à disposition maintenant. Oui, à un certain moment aussi, il faut que tu puisses foutarder, entre guillemets, les gens qui sont autour de toi pour pouvoir arriver là où tu veux arriver. Ça a déjà trop pris de temps. Maman, papa, ça a trop pris de temps. Toi-même, tu vois comment. Ça a pris le temps, non? Ça a pris du temps. Pardon. Là, c'est dur à avoir. Oui, c'est dur. Mais tu vas y arriver. Quand toi-même, tu vois toutes les difficultés par lesquelles tu es passé là, jusqu'à tu es là où tu es là, tu ne vois pas que toi-même, tu es fort, maman. Tu ne vois pas que tu es fort, papa. Quand toi-même, tu vois pas que tu es une guerrière. Regarde toi-même d'où est-ce que tu es parti jusqu'à tu es là maintenant. Chérie Coco, toi-même, tu ne vois pas que tu es une guerrière. Dis-moi, l'Europe, si t'as secoué en haut, en bas, comment, tu es toujours là, tu dis que je suis là. Quand tu vois comme ça, tu penses que qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce qui peut encore te dépasser dans cette Europe? Rien. Bro, je comprends. Tu as perdu maman, tu as perdu papa. Parfois, tu n'as même pas eu la possibilité d'aller au Cameroun les trouver. L'école, tu as mis l'école en stand-by. Tu te dis que je veux recommencer l'école-ci, mais je ne sais pas comment est-ce que je vais faire. Je veux pas. Fais à ton rythme. Commence quelque part. Si c'est que tu dois rentrer à l'université pour t'inscrire, tu dois rentrer à l'université pour demander les informations. Si tu as peur que tu vas arriver là-bas, on va dire que, toi aussi, depuis que tu es là, tu n'as pas fini. Papa, prends ton courage. C'est ta vie, hein. Commence à te lever, tu peux même discrètement demander est-ce que je peux encore recommencer l'école depuis que j'ai laissé, depuis que ça fait 5 ans ou 6 ans que j'ai laissé là, est-ce que je peux encore recommencer? Qu'est-ce que je peux faire pour recommencer? C'est petit à petit. Un pas après l'autre, tu vas voir que ça va y aller. Ça va arriver. Tu vas y arriver. Ce n'est pas facile, oui. Mais est-ce que c'est faisable? Oui. Pardon. Faites les lauréats. Faites les lauréats, m'appeler. Je vais venir. Faites les lauréats, je vais venir. Je vais venir. Je pense avoir dit l'essentiel que je pouvais dire. La vidéo a été assez longue, mais c'était vraiment fait exprès. Sur ce, vous allez certainement voir peut-être quelques petits changements sur la chaîne. Ça encore, je ne sais vraiment pas, mais vous allez le voir au fur et à mesure parce que oui, maintenant que je suis infirmière, je pense être crédible, plus crédible dans certaines choses que je vais dire. Il y aura beaucoup de contenus qui seront aussi tournés autour, qui seront faits autour en fait des professions vraiment sanitaires en Italie. Et avec le temps, en fait, on va pouvoir aborder les sujets. J'ai été vraiment très ravie et très contente de vous avoir en ma compagnie pour cette vidéo. Merci à vous tous qui me suivez depuis le début jusqu'à présent. Les gars, on est ensemble. Les gars, on est ensemble. Bienvenue sur Étudiant en Italie. Allez, ciao ragazzi.